Salut à tous, ceci est la troisième partie sur le Big Bang. Cette fois-ci, ça y est, on rentre dans le dur, on en a fini avec l'histoire. Maintenant, il est temps de parler précisément de ce que c'est que la théorie du Big Bang. Techniquement, il n'est pas nécessaire d'avoir vu les 2 premiers épisodes pour suivre. Mais on va pas se mentir. Si les 2 premiers épisodes sont là, c'est pas juste pour faire des vues. C'est pour expliquer le cheminement des gens qui ont abouti à cette théorie. Et il se trouve que je considère que connaître les murs auxquels les chercheurs se sont heurtés aide à comprendre les découvertes qu'ils ont faites. Voilà, donc les épisodes précédents sont en lien dans la description, ils sont en fiche en haut à droite, vous cliquez si vous avez envie de cliquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager, je le dirai jamais assez. Surtout à partager le premier. Voilà. Et puis bien sûr, évidemment, commentez, likez, vous abonnez, activez la cloche. Et c'est bon, j'en ai fini pour la partie relou, on peut y aller. Bon alors, la question, le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Dans l'imaginaire collectif, le Big Bang, c'est l'origine de l'univers. C'est l'instant où l'univers a été créé. Et il y a de ça, clairement. Mais c'est pas ça. Comme on l'a dit dans les épisodes précédents, l'univers est en expansion. On sait d'ailleurs que cette expansion s'accélère, mais ça, ce sera pour une autre fois. Et les équations qu'on utilise et qui décrivent le comportement de notre univers, on peut bien les utiliser avec un temps qui va vers le passé. Ce qui va nous permettre de voir à quoi ressemblait l'univers avant. Et vous comprenez bien que si l'univers grandit, alors, en regardant le film à l'envers, en regardant vers le passé, l'univers diminue. Et alors qu'on soit clair, le Big Bang, c'est pas un supposé instant zéro de notre univers. Le Big Bang, c'est un modèle théorique qui raconte tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Du coup, allons-y. Faisons tourner le film à l'envers aussi loin que possible et on va voir si on peut remonter jusqu'au moment où l'univers était le plus petit possible. Et on va se heurter à un problème. Ouais, pas un petit. On va en détailler les raisons quand on va passer le film à l'endroit, mais globalement, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir, parce qu'on ne sait pas comment la franchir. C'est une limite au-delà de laquelle l'univers se trouve dans une structure qu'aucun modèle scientifique actuel ne sait décrire. Attends, comment on connaît sa structure si on ne sait pas le décrire? On sait décrire sa structure jusqu'à une limite donnée. Ok, mettons que tu vois un bout de bois qui dérive sur une rivière. Et au bout de la rivière, un peu plus loin, tu vois une cascade, et puis tu vois le bout de bois disparaître après cette cascade. Toi, ce que tu vas en conclure, c'est que le bout de bois est tombé en contrebas et qu'il est toujours sur la rivière, mais plus bas. Sauf qu'en fait, t'en sais rien. Peut-être que simplement ce bout de bois, il est tombé sur une branche d'arbre, il s'est coincé, peut-être qu'il est tombé à côté et qu'il peut s'être passé plein de trucs. Ouais, ok. Donc toi, à ce stade, tout ce que tu peux dire, c'est que tu l'as bien vu disparaître après la cascade. Oui. Et si je te dis qu'au-delà de cette cascade, les lois de la physique, on les connaît pas, tu peux bien t'imaginer que le bout de bois s'est transformé en Lionel Jospin qui fait des discours aux fougères. On n'a strictement aucune raison de le penser. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et donc, pour l'univers, c'est un peu pareil. On sait suivre sa régression, on la comprend, jusqu'à un point à partir duquel on ne comprend plus rien. Et donc, on est capable de dire, ouais, ça allait par là, mais on ne sait pas dire si ça y est allé. En pratique, là, ça donne quoi? En pratique, dans l'univers, il y a 4 grandes interactions qui constituent ce qu'on appelle les lois de la physique. Avec d'autres choses, notamment un paquet de constantes. C'est ce qu'on appelle le modèle standard. Ok. Alors ces 4 interactions, on va les nommer une par une, mais juste pour jauger leur importance, sachez qu'on les appelle les interactions fondamentales de la physique. Ah mais oui, mais ça c'est bon, ça on connaît. Il y a l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible, l'électromagnétisme et la gravitation. Voilà. Alors, l'interaction nucléaire forte, c'est ce qui tient les noyaux des atomes en place. 2 protons dans un noyau sont chargés positivement et se repoussent si violemment que normalement ils devraient s'expulser. Mais il y a cette interaction nucléaire forte qui empêche les protons de se repousser. Et comment ça marche? Alors, une autre fois. Vraiment. Et donc, cette interaction nucléaire forte, c'est l'interaction la plus forte qu'on connaisse. Elle a une intensité qui est énorme, mais par contre, elle a une portée qui est ridicule. C'est à peine quelques femtomètres. C'est des millionièmes de milliardièmes de mètres. Juste ce qu'il faut pour que 2 protons puissent rester collés l'un à l'autre, en fait. Ensuite, il y a l'électromagnétisme, qui est 100 fois moins puissante que l'interaction nucléaire forte. Et l'électromagnétisme a une portée illimitée, non? Alors, techniquement, oui, mais en pratique, les charges électriques positives et les charges électriques négatives s'annulent assez rapidement. Et en ce qui concerne les champs magnétiques, de toute façon, pour chaque pôle nord magnétique, il y a toujours un pôle sud magnétique, donc les champs magnétiques s'annulent aussi rapidement. À moins qu'il existe des monopôles qu'on cherche, on les cherche, voilà. Même si à ce jour, on est plutôt convaincu que ça ne peut pas exister, mais ça, on en parlera quand on parlera de Maxwell. Ensuite, on a l'interaction nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité, qui est environ 1000 fois moins intense que l'électromagnétisme, donc 100 000 fois moins forte que l'interaction nucléaire forte. Et enfin, on a la gravitation qui est, et ça va peut-être vous surprendre, l'interaction la plus faible des 4. Et pas qu'un peu, Putain. L'intensité de la gravitation est 100 milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus faible que l'interaction forte, ce qui signifie qu'elle est à peu près
1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus faible que l'électromagnétisme. Et ça, il y a un moyen très simple de s'en rendre compte. Oui, la gravitation, c'est ce qui va permettre aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, à vous et à moi de tenir en place. Mais prenez simplement cet objet. Cet objet est soumis à la gravitation terrestre, c'est-à-dire que la planète entière tente de le faire tomber au sol. Et pourtant, je peux lutter contre cette volonté planétaire à la simple force de mes doigts. Voilà. Et la gravitation a une portée illimitée. Comme ça, c'est dit. Alors, j'ai bien conscience que ces grands nombres, en l'occurrence ces tout petits nombres, ils n'ont pas beaucoup de sens pour vous, pas plus que pour moi. Hein. Voilà, il y a beaucoup trop de zéros, ça veut rien dire. Mais il y a quand même un truc que je peux vous dire pour vous faire sentir qui concerne l'électromagnétisme. L'électromagnétisme qu'on peut d'une certaine manière comparer à la gravitation. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que la gravitation, c'est un truc qu'on intuitionne à peu près bien à notre échelle. Et alors le truc que je vais vous raconter, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de Richard Feynman, de son premier volume, de son cours de physique sur l'électromagnétisme, chapitre 1, donc ça vient du tout début du bouquin. Voilà. Et il dit la chose suivante. Si vous vous teniez à un bras de distance de quelqu'un et que chacun de vous ait 1% d'électrons de plus que de protons, la force de répulsion serait incroyable. De quelle grandeur? Suffisante pour soulever l'Empire State Building? Non! Pour soulever le mont Everest? Non! La répulsion serait suffisante pour soulever un poids égal à celui de la Terre entière. Et alors pour en finir avec nos préparatifs, il y a encore une petite précision que je dois donner. L'électromagnétisme, on sait le mettre en équation conjointement avec l'interaction forte et l'interaction faible. Les trois ensemble, on sait les mettre en équation. Mais la gravitation, on ne sait pas. On sait manipuler les équations de la gravitation, hein, sans problème, ça c'est la relativité générale. On sait manipuler les équations de l'électromagnétisme, de l'interaction nucléaire forte et de l'interaction nucléaire faible sans trop de problème. Hein. C'est le monde merveilleux de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique. Mais les deux ensemble, on ne sait pas faire, ça ne fonctionne pas. Voilà. On se retrouve avec des énergies infinies, des divisions par zéro, enfin bref, c'est la merde. Et la plupart du temps, on va pas se mentir. On s'en fout. Oui, parce que ce qui fait la force de la gravitation, c'est la masse. Et quand on étudie l'infiniment petit, en général, on est sur du très léger. Ce qui fait qu'on considère assez justement que la gravitation est totalement négligeable. De la même manière, ce qui fait la force de la mécanique quantique, c'est son échelle. Alors c'est vrai que quand on étudie des trucs très massifs, type des planètes ou des étoiles ou des galaxies tout entières, ben en général c'est grand, ça fait la taille de planètes ou d'étoiles ou de galaxies tout entières. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que la mécanique quantique, elle est tellement négligeable qu'on néglige même de dire qu'on la néglige. Mais quand on remonte le film de l'histoire de notre univers, à un moment donné, il est vraiment petit comme il faut en mécanique quantique. Hein. Mais en même temps, il est vraiment massif. Massif du genre la masse de tout l'univers massif. Donc, on peut plus négliger la gravitation et on peut absolument plus négliger aucune des autres interactions. Donc, on sait pas faire. Mais on sait, comment dire, suivre la route. Oui, voilà. Si je trace une courbe qui va vers le sol, mais qu'arrivé à 1 cm du sol, je suis plus capable de dire où va la courbe. Alors certes, la courbe, elle peut bien faire n'importe quoi. Elle peut remonter, elle peut s'arrêter, elle peut même suivre un parcours complètement con. Mais il n'empêche que je suis capable de dire, si elle continue sur sa lancée, elle arrivera au sol, ici. Et ben pour l'univers, on fait un peu pareil. En remontant le film, on voit l'univers se réduire jusqu'au moment où on ne sait plus dire comment il se comporte. Mais si on se dit, ouais, mais s'il continue sur sa lancée, eh ben en fait, il aura une taille nulle ici, ce qui nous permet d'ailleurs aussi de mesurer le temps qui s'est écoulé entre la limite qu'on connaît et ce supposé point d'origine. En vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine qu'il n'y a que la gravitation qui entre en jeu. Ce qui est faux, hein. Attention, dans ces circonstances, les autres interactions sont absolument pas négligeables. Et on en déduit ce point zéro qu'on va appeler le temps zéro. Et la limite de ce qu'on connaît se trouve 1/10 de millionième, de milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de seconde après ce temps zéro. Oui, on est sur un temps très court. Et cet instant qu'on ne sait pas remonter et qui se situe donc 10 puissance moins 43 secondes après ce temps zéro, on l'appelle le mur de Planck. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant, et vous notez que je mets avant entre guillemets, hein, avant ce mur de Planck, les 4 interactions sont confondues. Ce qui est un truc que non seulement on ne connaît pas et qu'on ne sait pas décrire, mais qu'on ne comprend pas. Mais au moment du mur de Planck, la gravitation se dissocie des 3 autres interactions. Ce qui fait qu'on se retrouve avec d'un côté la gravitation, ça on sait faire, et de l'autre côté les 3 autres interactions, donc électromagnétisme, interaction faible et interaction forte, et les 3 ensemble, on sait faire aussi. C'est chaud, mais on sait faire. Et on peut également faire la même chose avec sa taille. Hein. Alors si on remonte le temps comme si de rien n'était jusqu'au temps zéro, eh ben au temps zéro, l'univers il a une taille qui est nulle, au sens d'un point mathématique de dimension nulle. Mais au moment du mur de Planck, l'univers, il n'a pas une taille nulle. Il a une taille qui est ridiculement petite.
À 10 puissance moins 43 secondes, l'univers est environ 100 millions de milliards de fois plus petit qu'un électron, qui est déjà petit. Mais il contient déjà au moins toute la matière-énergie de l'univers actuel. Et on est incapable de modéliser un univers plus petit. Donc cette taille étalon, la taille de l'univers au mur de Planck, qui fait environ 1/100 de millionième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre, eh ben on l'appelle la longueur de Planck. Oui, on s'est dit, tiens, on va lui faire un kiff à Planck. Pour donner une idée, si un électron faisait la taille du système solaire, un électron, alors notre univers, à ce moment-là, fait la taille d'un ballon de foot. Et là, vous devez vous demander, putain, mais comment c'est possible? Alors, on ne sait pas précisément. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que à cette taille-là, à cette densité-là, toutes les dimensions sont repliées les unes sur les autres. Oui, rappelez-vous, la relativité générale nous dit que, en présence de masse-énergie, l'espace-temps se courbe. Et bien là, de la présence de masse-énergie, il n'y a que ça. Mais comment est-ce qu'on sait que l'univers a pu faire cette taille si on n'est pas capable de décrire sa structure à cette échelle? Tout simplement, alors là, faut pas imaginer que l'univers est resté comme ça pendant des années. Vous allez voir qu'il va très vite se mettre à grandir. Et là, alors, pardon, juste, voilà, détendez-vous, préparez-vous, voilà. Si vous avez besoin de vous asseoir, asseyez-vous. Voilà, il faut que vous soyez prêts. Parce que quand on vous dit que là, l'univers va pas tarder à grandir, on se moque pas de vous. Et il se trouve qu'on a aujourd'hui suffisamment d'informations pour décrire ces transformations. Et juste quand on dit que la prochaine étape se passe rapidement, ça se passe entre le mur de Planck et 10 puissance moins 35 secondes après le temps zéro. Donc en gros, il s'est passé un 100 millionième de milliardième de milliardième de nanoseconde. Donc oui, c'est court. Et durant cette courte période-là, l'univers va passer de sa taille ridiculement petite à une autre taille ridicule, mais ridiculement grande. À 10 puissance moins 35 secondes, les interactions nucléaires faibles et fortes se dissocient à leur tour. Et là, l'univers subit une transformation, comment on peut dire, brusque. L'univers passe de sa taille super petite à une taille qui est de l'ordre d'à peu près 1000 fois plus petite que notre univers actuel. Sur cette courte période, l'univers a vu sa taille environ multipliée par 10 milliards de milliards de milliards. Et on appelle cette période la grande inflation, ou inflation cosmique, et on doit cette idée au physicien américain Alan Guth. Et il ne faut pas la confondre avec l'expansion de l'univers, c'est pas la même chose. Cette inflation va avoir deux conséquences majeures. La première, ça va être de baisser drastiquement la densité en matière-énergie dans l'univers, puisque l'univers est bien plus grand mais avec autant de matière. Et la deuxième, ça va être de baisser aussi énormément sa température. Et à partir de là, on entre dans une période un poil plus calme et un peu plus longue, qu'on va appeler l'ère des particules. Alors, donc, je l'ai dit, les interactions fortes et faibles sont dissociées, et l'univers consiste à ce moment, 10 puissance moins 35 secondes, en une soupe de quarks et de gluons. Et c'est à partir de là qu'on va commencer vraiment à analyser l'univers plus qu'à le spéculer. Ok, c'est cool, mais 2 secondes. Quoi? Bah, ça fait longtemps qu'on se disait que ce serait cool de faire une vidéo sur le bestiaire des particules, et ça aurait été cool si on l'avait déjà faite, mais on l'a pas déjà faite. Et bah du coup, tu peux pas te mettre à parler de quarks et de gluons comme si ça allait de soi, comme si c'était naturel pour tout le monde. Ouais, allez, au boulot quoi. Non, mais vous au boulot, qu'est-ce que c'est que cette façon à chaque fois? La physique des particules, c'est un bestiaire immense de machins plus petits et plus exotiques les uns que les autres. Non, mais je rêve, ça me parle comme si moi je bossais pour... Afin d'en avoir tout de même une vision plus claire, on va vous présenter les grandes familles de machins en question. Déjà que les algorithmes, là, c'est la fête du slibard H24 sans même... Les quarks, déjà. Ce sont des particules élémentaires qui ne peuvent pas être isolées. Ils se combinent avec d'autres quarks pour former des machins plus complexes, des machins composites si vous voulez, et qu'on appelle les hadrons. Vraiment, et sur Twitch au moins je peux jouer à Zelda sans qu'on me casse les... Par exemple, les protons et les neutrons sont des hadrons. Ils sont composés chacun de 3 quarks, c'est juste pas la même configuration de quarks. Donc, les hadrons sont soumis à l'interaction nucléaire forte, et donc ils sont constitués de quarks qui sont maintenus ensemble par des gluons. Et là, l'autre, il m'étapine alors qu'il a rien. Il a même pas une paire, il a rien. Alors oui, moi je lui ai dit, espèce... Les gluons, pour le coup, ça fait partie de la famille des bosons, et on va pas rentrer plus que ça dans le détail de ce que c'est qu'un boson. On va simplement dire que les bosons, c'est une famille de particules élémentaires qui véhiculent les interactions fondamentales de la physique. Là où les quarks, en revanche, eux, ce sont les constituants de la matière. Il me rappelle. Alors forcément, je finis par décrocher et je l'envoie chier. C'est normal. Par exemple, lorsque vous avez 2 quarks qui sont maintenus ensemble, bah, c'est un boson qui opère cette interaction. Et le boson en question, c'est un gluon. Et pour l'électromagnétisme, le boson en question, c'est un photon. C'est-à-dire que les bosons, si vous voulez, c'est un peu comme la colle à tout faire dans la matière. Là, le gars, il me dit qu'il va me décrocher. Et qu'est-ce qu'il vient? Il arrive devant moi, il pose une clé verte en plus, ce con. Et il se barre. C'est limite s'il m'a pas teabag en plus en partant, cet enfoiré. Ensuite, on a les leptons. Leptons, ça veut dire léger. Ce sont des particules élémentaires qui, comme les quarks, participent à constituer la matière, mais ce sont d'autres particules élémentaires, comme par exemple, on a les électrons ou les neutrinos. Et ce qui les distingue des quarks, c'est que les leptons ne sont pas sensibles à l'interaction forte. Alors du coup, oui, bien sûr, je fais moins de vidéos, c'est normal, mais quand on voit ça
nécessairement. Vous savez, on sait très bien de qui c'est la faute. On sait très bien que c'est... D'ailleurs, et je reviens 2 secondes sur les quarks, lorsqu'ils se combinent par 3, comme c'est le cas pour les protons et les neutrons, eh ben on appelle le résultat un baryon, qui signifie lourd en grec. Et là, je lui dis non, je regrette, ça fait 20 minutes que j'attends, je change pas de guichet. Fallait me dire plus tôt que vous allez fermer, j'aurais fait la queue ailleurs. Et non, j'en ai rien à carrer que vous ayez perdu les os, là, ça va bien. Les leptons et les quarks, qui sont donc les constituants de la matière, bah, ensemble, ça forme une super famille qu'on appelle les fermions. Voilà. Et à ce stade, on n'a pas fait le tour complet, hein, loin s'en faut, mais on a vu suffisamment ce qu'on avait besoin de voir pour pouvoir continuer. Donc, allez bien vous faire cuire le cul. Tu peux reprendre où t'en étais, ça va? Donc, on se retrouve avec une soupe de quarks et de gluons. Alors, on va pas détailler ce qui se passe à chaque instant, parce que c'est très compliqué, c'est très long, mais on peut résumer ainsi ce qui se passe ensuite. Jusqu'à environ 1 microseconde, c'est-à-dire 1 millionième de seconde après le temps zéro, il y a tout un paquet de particules, mais il y a également tout un paquet d'antiparticules. Ah putain, oui, les antiparticules. Alors, les antiparticules, c'est ce qu'on appelle l'antimatière. On va pas détailler, on va juste dire ce dont on a besoin pour avancer. Voilà. Donc, en gros, sachez que pour chaque type de particule, il existe une antiparticule qui est en gros, qui est son opposé. Ouais, mais alors vraiment en gros. Et il faut juste savoir que quand une particule rencontre son antiparticule, eh ben les deux s'annihilent. Donc il y a des particules et des antiparticules. Et pour une raison qui nous échappe encore aujourd'hui, il y a un peu plus de particules que d'antiparticules. Oui, puisque chaque paire de particules et antiparticules va s'annihiler pour au final ne laisser que les particules qui composent la matière actuelle de l'univers. Ce qui fait que quand on disait tout à l'heure que toute la matière de l'univers actuel tenait dans un point ridiculement petit, en fait c'était faux. En fait c'était toute la matière de l'univers actuel plus toute la matière et l'antimatière qui va s'annihiler. Allez, bonne journée. Les particules acquièrent de la masse grâce à un mécanisme assez complexe qu'on ne va pas détailler maintenant, qui s'appelle le mécanisme de Higgs. Oui, évidemment que ça a à voir avec le boson de Higgs. Et les 4 interactions sont maintenant bien dissociées et ont la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Mais à ce stade, l'univers est encore trop chaud pour que les quarks puissent s'associer pour former donc des hadrons, donc des protons et des neutrons. Ce qui fait qu'à ce stade, on ne peut pas encore avoir de noyau d'atomes, et donc à ce stade, on ne peut pas encore avoir d'atomes. L'espèce de bouillasse qui constitue l'univers va continuer de se refroidir jusqu'à 1 seconde après le temps zéro, où là, on voit apparaître les hadrons et les antihadrons. Donc les protons, les neutrons, les antiprotons, les antineutrons. Pendant la dizaine de secondes qui suit à peu près, les hadrons et les antihadrons s'annihilent pour la plupart, et au final, il reste quasiment plus que des hadrons qui étaient en plus grand nombre. Niveau leptons, comme les électrons, eh ben c'est pareil, ça s'annihile avec les antileptons. Donc, à Big Bang plus 10 secondes, on a des hadrons et des leptons, c'est-à-dire qu'on a les constituants de la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui. À ce stade, les photons interagissent avec les différentes particules de l'univers, ce qui fait qu'à tout instant, il y a un nombre ahurissant de photons qui sont émis par une particule, mais qui sont quasi immédiatement absorbés par une autre particule. L'univers continue de se refroidir et les premiers noyaux d'atomes apparaissent, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode précédent. Des atomes complexes sont créés, mais qui ne sont pas stables compte tenu de la température et donc ils ne tiennent que quelques minutes. Seuls les atomes d'hydrogène, d'hélium et dans une moindre mesure de lithium sont suffisamment stables pour tenir. Sauf que, petite précision, parce que je ne le dis pas précisément à chaque fois, à ce stade on ne parle vraiment que de noyaux d'atomes, et pas d'atomes. L'univers est encore trop chaud pour que les électrons puissent être capturés par des noyaux d'atomes. Les noyaux sont donc chargés positivement, les électrons qui sont en roue libre, et les photons, eh ben, ils rebondissent de particule en particule. L'univers va continuer de se refroidir jusqu'au moment où les électrons vont enfin pouvoir être capturés par des noyaux d'atomes pour former des atomes. Donc il va y avoir beaucoup d'atomes d'hydrogène, un peu moins d'atomes d'hélium, beaucoup moins d'atomes de lithium et ridiculement peu de tout le reste. Comme quoi Mendeleïev avait raison. Les atomes sont désormais électriquement neutres, ce qui fait qu'ils n'interfèrent plus sur le déplacement des photons, et du coup les photons peuvent se propager sur de plus grandes distances. Techniquement, on dit que l'univers est devenu transparent parce que la lumière peut enfin le traverser. Et notre univers est alors âgé de 380 000 ans, et il faut bien comprendre que les observations qu'on peut faire de notre univers ne peuvent pas remonter plus loin que ça. Notamment le rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, ça date de cette époque-là. À mesure que les atomes se côtoient, la gravitation va les faire s'agréger, jusqu'au moment où la pression gravitationnelle est telle qu'elle permet la fusion nucléaire et avec elle la naissance des premières étoiles. À partir de là, les structures vont s'organiser naturellement, selon la gravitation, pour former des amas, puis des protogalaxies, puis des galaxies tout entières, et c'est ce mécanisme-là qui persiste aujourd'hui après 13,7 milliards d'années. Et voilà en gros ce qu'est le Big Bang. Eh ben, putain, c'était dense. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, si cet épisode vous a... Objection! Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Il me semble qu'il y a quand même une chose sur laquelle on est passé un peu vite.
Alors sincèrement, je crois que rien dans ces longs épisodes n'a été un peu vite. Et la grande inflation alors? Ah bah quoi la grande inflation? La grande inflation, ça se passe avant le moment où on analyse l'univers, hein. Ça se passe au moment où on spécule l'univers, non? Ah oui, c'est juste. Donc la grande inflation, c'est de la spéculation, n'est-ce pas? Ouais, vas-y. Eh ben, c'est une idée qui est complètement débile. Quoi? Oh, le con. Pardon, mais objectivement, c'est grotesque. Dire qu'en un millionième de milliardième de nanoseconde, la taille de l'univers a été multipliée par 10 puissance 35, moi je veux bien. Mais ça tombe de nulle part. Pour moi, c'est pas plus con que dire que le Soleil a chié les planètes du système solaire en une nanoseconde. Chier les planètes en une... Quoi? Ce que je veux dire... Moi, ça me semble évident, ça m'énerve, ok? Voilà. Le gars qui sort cette hypothèse-là, de deux choses l'une. Soit on s'est tellement méchamment foutu de sa gueule qu'on en rit encore aujourd'hui. Oui, c'est arrivé. Soit le gars s'est appuyé sur quelque chose. Le mec s'est appuyé sur des hypothèses, sur des théories, sur des équations, des observations. Le mec n'a pas sorti ça de son chapeau. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Ah, ok, je vois. Bon, ok, très bien. Alors, la grande inflation. Et on est reparti. Pour pouvoir tenir l'hypothèse de la grande inflation sans s'évanouir, c'est clair qu'il fallait en avoir une belle paire. Mais le bon côté des choses, c'est que quand il s'est agi de proposer cette hypothèse, il y a des gens en face qui ont dit « Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si c'est vraiment arrivé ?» En gros, il y a deux réponses possibles. Soit on peut le voir directement ou le recréer en laboratoire, et là, spoiler, c'est mort. Ou alors on peut dire que certains machins sont nécessairement apparus si et seulement si c'est arrivé. Et auquel cas, si on trouve la trace de ces machins, et ben, ça permet de prouver que c'est arrivé. Et ces machins, ils ont été prédits. Si l'univers a connu une période de grande inflation, alors il y a eu des variations phénoménales de gravitation, du fait notamment que l'espace s'étirait carrément plus vite que la lumière, ce qui a dû provoquer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles. Vous vous rappelez à propos de la gravitation, quand Einstein se demandait comment elle se transmettait et à quelle vitesse? Oui, parce que dans les équations de Newton, il n'y a pas le paramètre temps, ce qui laissait entendre que la gravitation se transmettait instantanément partout dans l'univers. En gros, ça voulait dire que si notre Soleil disparaissait d'un coup, on en subirait les conséquences gravitationnelles immédiatement. On en a parlé ça dans l'épisode sur la relativité générale. Mais avec la relativité générale, il y a le facteur temps dans l'équation. Et donc la gravitation se propage à la vitesse de la lumière dans le vide. Or, rappelez-vous, la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps. Donc une variation de la gravitation, c'est une variation de la déformation de l'espace-temps. Dit autrement, puisque le Soleil ne peut pas disparaître instantanément comme ça, si vous avez un objet massif qui change subitement de trajectoire, c'est-à-dire qu'il subit une accélération, le champ gravitationnel qu'il provoque va également changer de trajectoire. Et l'espace-temps doit s'ajuster. Et il s'ajustera à la vitesse de la lumière. Et ces déformations de l'espace-temps se propagent à la vitesse de la lumière comme une onde sur la surface de l'eau. Et elles sont gravitationnelles. C'est pour ça qu'on les a intelligemment appelées les ondes gravitationnelles. Ok. Et le rapport dans le contexte? Mettons que la grande inflation a effectivement eu lieu. Ça veut dire qu'au moment où l'espace s'est quasi instantanément étiré, bien plus vite que la lumière, ça a provoqué des déformations à cause de la gravitation. La distribution de matière-énergie dans l'univers a été quasi instantanément bouleversée. Donc il y a eu un paquet d'ondes gravitationnelles qui ont commencé à se propager. Et si on était capable de détecter des traces de ces ondes gravitationnelles, par exemple dans le fond diffus cosmologique, eh ben ça validerait l'hypothèse de la grande inflation. Et comment est-ce que ce serait possible d'observer le reliquat de ces ondes gravitationnelles dans un rayonnement micro-ondes vieux de près de 14 milliards d'années, en étant particulièrement minutieux? Et là, j'annonce, on va simplifier. Parce que c'est ubervelu comme mécanisme. Par endroits, ces ondes gravitationnelles ont dû étirer ou contracter l'espace dans lequel elles se propageaient. Et ces déformations rendent l'espace en ces endroits, du fait de sa densité en matière-énergie, un poil plus froid ou un poil plus chaud. Et les photons du rayonnement CMB, s'ils ont été émis par une zone plus chaude, ils sont plus énergétiques. Et ça affecte la polarisation de ce rayonnement. La polarisation, alors on va pas rentrer dans le détail, vous avez qu'à vous figurer simplement que c'est un genre de sens de propagation de la lumière, qui peut être par exemple vertical ou horizontal. Et ben les cosmologistes se sont mis en tête de trouver au sein du fond diffus cosmologique la trace de ces variations de polarisation du rayonnement autour des points chauds, avec des outils suffisamment fins. Et ils ont trouvé, sur cette image fournie en mars 2014 par le télescope du pôle sud BICEP 2, même si on ne sait pas trop ce qu'on voit, on voit bien des variations. Ce sont des variations de la polarisation de la lumière dans le CMB. Ce qui est la preuve la plus convaincante que la grande inflation a effectivement eu lieu. Cool. Bah, sauf que non, en fait. Parce qu'en janvier 2015, on a plus étudié le truc et on trouve que les résultats ne sont pas suffisamment concluants. Il faut dire que les variations de ce qu'on observe sont si fines que simplement la poussière dans la Voie lactée suffit à interférer avec les données observées. Soyons clairs, depuis septembre 2015, on a observé par ailleurs des ondes gravitationnelles, donc on sait que ça existe. Entre parenthèses, c'est une preuve de plus que la relativité générale d'Einstein était bonne. Mais concernant la grande inflation,
Eh bien, à ce jour, on ne sait toujours pas. On sait, grâce au satellite Planck, que les observations faites par BICEP 2 avaient effectivement subi des interférences à cause de poussière dans notre galaxie. Et il n'y a rien à ce jour qui vienne invalider la théorie de l'inflation cosmique. Mais, du coup, on peut se fendre de 2 suppléments à ce sujet. D'une part, selon le modèle qu'on développe mathématiquement, il peut exister des zones de l'univers dans lesquelles se produit une inflation éternelle, sans fin, ce qui pose quand même quelques problèmes de compréhension, je trouve. Mais d'autre part, il existe d'autres modèles d'inflation, comme par exemple le modèle d'André Linde, qu'on appelle le modèle d'inflation chaotique. Et ça, c'est intéressant parce que ce que montre Linde, c'est que l'inflation émerge naturellement des théories des particules élémentaires, et ce sans préjuger de la température de l'univers ou quoi que ce soit. Le seul truc qui est nécessaire, c'est que l'univers soit plein de particules. Plus précisément, il a, je cite, et je vous dis tout de suite qu'il n'est pas question que j'explique ça dans le détail, il faut juste prendre en considération toutes les valeurs que peuvent prendre les champs scalaires dans l'univers primordial et vérifier si l'une d'entre elles conduit à l'inflation. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que si l'une d'elles, et en vrai en ce qui nous concerne, peu importe de ce dont on est en train de parler précisément, conduit à l'inflation, alors l'inflation se produit. Et alors, peut-être que l'inflation se produit que dans une zone très spécifique de l'univers. Sauf qu'on s'en fout. Ben oui, parce que l'univers entier tient dans un truc qui est beaucoup plus petit qu'un électron. Donc même s'il n'y a qu'une de ces régions qui subit une inflation cosmique, eh ben cette région occupera quasi instantanément toute la place, et le reste des particules s'y propagera. Et c'est ça que Linde appelle l'inflation chaotique. Je vous mets dans la description un lien vers une interview que Physics Girl a faite de Alan Guth sur le sujet justement de l'inflation et des ondes gravitationnelles. Bon, clairement il y aura encore un paquet de trucs à discuter, et vraisemblablement il y a un paquet de ces trucs dont on discutera à l'avenir. Matière sombre, énergie sombre, trou noir. Mais bon, on a fait un tour sérieux de la question quand même, il me semble. Ce qui, même compte tenu de la durée des épisodes, bah franchement, c'est pas honteux. On pourrait encore dire 2 ou 3 trucs quand même. Notamment, et c'est le plus important, il est à ce jour absolument impossible de savoir ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Donc, quand on vous parle d'un temps zéro, soit c'est une image, une vue de l'esprit, soit c'est une connerie. Mais genre massive. On ne peut pas savoir si l'univers a eu un temps zéro, comme on ne peut pas savoir si effectivement l'espace et le temps sont nés à cet instant zéro. On ne peut pas prétendre que l'univers existait auparavant, qu'il est le résultat de la création d'un trou noir dans un autre univers, ou ce genre de joyeuseté. Si quelqu'un essaie de vous parler sérieusement de l'avant Big Bang, ou même du moment pile du Big Bang, eh ben ce gars-là n'est pas sérieux. Avec nos connaissances actuelles, attention. C'est-à-dire, si demain on est capable de modéliser les 4 interactions fondamentales ensemble, bah alors là c'est une autre histoire. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la théorie du tout, qui fait s'arracher les cheveux à plein de scientifiques partout dans le monde. Cette volonté d'unifier les 4 interactions en une série d'équations qui ne s'excluent pas les unes les autres. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, enfin j'espère qu'ils vous ont plu. Ouais, parce que on va pas se mentir, j'en ai chié là quand même. Notamment si ça vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur les 3 épisodes, à les commenter si vous avez des commentaires à faire ou des questions à émettre ou ce genre de choses. Allez partager, c'est hyper important. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner aussi par ailleurs, d'activer la cloche, tout ça, enfin bref, ça vous savez. Si vous vous sentez de soutenir financièrement la chaîne et que ça vous met pas financièrement en danger, j'ai toujours une page Tipeee. Et malgré ce que peuvent en dire certains, qui se basent manifestement sur rien, l'argent de Tipeee va directement dans ma société pour faire d'autres vidéos. Voilà, ça ne part pas dans des vacances au Brésil. Mais j'ai jamais mis les pieds au Brésil, enfin bref. On me rappelle bien souvent qu'il ne faut pas écouter les rageux et que la majorité silencieuse est à la fois bien plus importante et bienveillante, ce qui est vrai, mais sincèrement, et je suis pas le seul à penser ça, je vous assure que si la majorité silencieuse était de temps en temps un tout petit peu moins silencieuse, ça ferait du bien à tout le monde. Sur ce, j'en ai vraiment fini avec ce sujet, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, promis, et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.